Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale sur TV 78. Nous sommes le mercredi 29 avril, 44e jour de confinement. Commençons avec le point quotidien sur la situation sanitaire dans le département. Depuis le début de la pandémie, le Covid-19 a causé la mort de 415 personnes dans les hôpitaux yvelinois, d'après les derniers chiffres de Santé publique France du 28 avril 2020. 858 personnes atteintes du virus sont hospitalisées, soit 32 patients en plus par rapport à la veille. Enfin, pour être complet sur le bilan sanitaire, 1343 Yvelinois ont pu retourner à leur domicile suite à l'amélioration de leur état de santé. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté hier les orientations pour la stratégie de déconfinement à l'Assemblée nationale. Si certaines entreprises ont déjà repris leurs activités, d'autres commencent à réfléchir à leur organisation. Équipement sanitaire, réorganisation de l'espace de travail et des transports des salariés. On écoute Sonia Porot, secrétaire départementale de la CGT, et Thomas Godefroy-Scola, président de la CPME des Yvelines. Ce qu'on demande aux entreprises, c'est qu'il y ait le moins possible de salariés qui se rendent sur site. C'est cette mesure-là qui est le moins de déplacements et de contacts, ça reste la mesure de prévention principale. Et ce qu'on demande, c'est que tous les salariés aient suffisamment de masques de bonne qualité tous les jours mis à disposition gratuitement par les entreprises, y compris pour ceux qui doivent prendre les transports en commun pour aller au travail. Évidemment qu'il y ait des désinfections régulières des locaux. Mais c'est très compliqué et c'est vraiment à adapter dans chaque entreprise. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui évidemment se soucient de manière très importante de la sécurité de leurs salariés et qui ont quelques difficultés pour pouvoir répondre à toutes les conditions de sécurité et d'hygiène. C'est assez difficile par exemple de se fournir des masques, c'est pour ça que nous sommes ravis que la région ait pu nous en donner. Pour donner un ordre d'idée, quand la région m'a appelé pour me dire qu'elle me donnait 30 000 masques, on a fait un mail à nos adhérents et à la base de données, c'est 5 000 entreprises dans le département, donc 5 000 sur 80 000 entreprises, si on compte les auto-entrepreneurs. En 5 heures, on a été obligé de couper le système. On avait déjà plus de 100 000 demandes. Il y a effectivement de gros besoins en gel, de gros besoins en gants, de gros besoins en plexiglas pour ceux qui ont un contact avec la clientèle. Il y a toutes les entreprises du bâtiment qui ont aussi des difficultés à pouvoir s'organiser. Économie toujours, les loyers du mois d'avril sont annulés pour les entreprises installées dans la pépinière Promopole à Montigny-le-Bretonneux. Au départ reporté, le conseil d'administration de la structure a finalement décidé mardi 28 avril l'annulation du paiement des loyers, un coût autour de 80 000 € pour Promopole. Pour le mois de mai, le prélèvement se fera normalement. Si des sociétés sont en difficulté de trésorerie, elles peuvent contacter la direction pour tenter de trouver une solution. On vous en parlait dans l'édition de lundi. L'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes, endeuillé par la disparition du docteur Jacques Fribourg, un décès des suites du Covid-19. Ce médecin urgentiste de 68 ans avait pris sa retraite en septembre 2019. Il était revenu au centre hospitalier en pleine crise du coronavirus pour s'engager dans la lutte auprès de ses confrères. Et nous sommes avec un de ses confrères, le docteur Romain Mariozoul-Wolny. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital privé de l'Ouest parisien. Déjà, comment vous allez dans ce contexte de crise sanitaire ? C'est compliqué, c'est plein de sentiments. On tient le coup, mais c'est quand même compliqué. Puis ça l'est encore plus depuis la semaine dernière. Là, Jacques, c'est un symbole pour nous. Il était dans son hôpital, dans son établissement depuis un mois. Il s'est battu comme un diable pour survivre et il décède chez nous. C'est un sentiment, c'est beaucoup de tristesse. C'est énormément de tristesse. C'est particulier de voir partir quelqu'un pour lequel on avait quand même beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, beaucoup d'amitié, d'amour. De voir partir dans ces conditions 8 mois après sa retraite, enfin j'ai pas vraiment de mots pour ça. C'est compliqué. Après nous, si vous voulez, ça fait 1 mois et demi qu'on se bat contre le coronavirus.
C'est notre métier, donc je sais pas. Moi, j'ai l'impression un peu d'être dedans, j'ai la tête dans le guidon, et bon, on verra plus tard. Je crois que je réfléchis pas trop en termes de, personnellement, à titre personnel, voilà, je suis plutôt inquiet sur la situation actuelle, le confinement, déconfinement, les répercussions. Voilà, c'est surtout ça moi, qui me préoccupe. Mon cas personnel, j'y pense pas trop en fait. J'évite. On sent de la tristesse par rapport à la disparition du docteur Jacques Fribourg. C'est quelqu'un que vous côtoyez depuis longtemps? Ça fait 12 ans. Moi, je suis arrivé en 2008 dans le service. Jacques était déjà très impliqué, puisqu'il fait partie des 3 fondateurs du service avec les docteurs Joël Renouf et le docteur François Thievet. Les 2 premiers, François et Joël sont partis. Restait donc Jacques, qui était très investi. Et puis, moi, j'ai été coordinateur du service pendant 7 ans. Donc, j'étais un peu comme la personne qui reprenait un petit peu les rênes. Donc, on était très liés, justement, sur les projets de service. Il a beaucoup appuyé aussi pour la rénovation de notre service initialement. Bon, après, le projet, il l'a pas suivi, puisqu'il était effectivement un peu en retrait, mais il a quand même beaucoup fait justement pour que ce projet puisse en tout cas être initié par le groupe RAPSE Général de Santé. Et voilà, et puis Jacques, on travaillait ensemble tous les jours. Il y a chaque fois qu'on est très régulièrement au sein du service. Donc oui, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant 12 ans, qui faisait partie de notre famille, quoi. Il faisait partie de la famille des urgences. Ouais. Vous l'avez dit, le docteur Jacques Fribourg avait pris sa retraite en septembre 2019. Là, il revient dans cette crise. Quel regard vous portez sur ce geste, de mobilisation? C'est un geste admirable, et moi qui me paraît en même temps, comme je disais, tellement naturel. On parle de guerre virologique. Si on parle de guerre, c'est qu'on est des soldats. Donc après, où est la place d'un soldat en temps de guerre? Donc Jacques, comme beaucoup d'autres, ont pris le parti de se réinvestir comme il le pouvait. Jacques était très très attaché à sa mission au SAMU. Il nous en parlait énormément. Il faisait de la régulation téléphonique principalement. Et pour lui, c'était une évidence de continuer cette mission par le biais justement du SAMU. Et voilà, donc... moi, je suis très admiratif de ce qu'il a fait, et en même temps très attristé parce que du coup, il s'est investi dans une mission qu'il a peut-être remportée. Je sais pas, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, c'est dur de le voir finir comme ça en tout cas. Quel souvenir vous garderez de lui? Peut-être une anecdote, quelque chose, des moments que vous avez vécu avec lui? Jacques, c'était un très très bon vivant. Donc, il aimait beaucoup la musique, il aimait beaucoup les copains, il aimait beaucoup la bonne bouffe. Le bon petit coup à boire de temps en temps, mais évidemment pas au travail, vous imaginez bien, mais en gros, voilà, c'était quand il était de garde, la première question qu'il posait quand il arrivait, c'était de savoir ce qu'on avait commandé à manger. Il aimait bien qu'on lui tapote sur le ventre, il aimait bien parler de tout et n'importe quoi. Il avait une voix un peu particulière, donc il faisait qu'on ne comprenait pas toujours tout ce qu'il disait, parce que il parlait un peu dans sa barbe et tout ça, ça faisait rire tout le monde, mais ça faisait partie du personnage. Et il était très attachant. Il avait quand même aussi son caractère, donc c'était quelqu'un avec qui on pouvait, excusez-moi du terme, s'engueuler. Mais il n'y avait pas de ressentiment, en tout cas. Il n'y avait pas le risque de le voir être rancunier. Donc voilà, donc c'était la vie. Jacques, c'était un homme de vie, en fait. Voilà, donc tout ce qu'on peut connaître dans une vie, on le vivait avec lui au quotidien. Et voilà, c'était... c'est difficile de parler dans ces conditions parce que ouais, j'ai plein de sentiments et que j'ai l'impression de ne pas pouvoir tout décrire, mais je suis effectivement très attristé par son décès. Un dernier mot, comment vous voyez, si on parle de la crise sanitaire, comment vous voyez là les prochains jours, l'évolution de la situation sanitaire, pour finir sur la description de cette situation? Très rapidement, beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes parce que justement donc les gens vont ressortir, que pour l'instant le niveau de circulation du virus encore en Île-de-France est quand même, je pense, encore relativement élevé. Bien évidemment, il est compliqué de tenir encore une population sous confinement, et on se rend bien compte dans la réalité que les gens sortent.
Mais moi, je suis très inquiet et je pense qu'on risque effectivement de voir se développer une deuxième vague. C'est la grande inquiétude de tous les professionnels de santé, de voir cette deuxième vague. Et là, nous, on a énormément de difficultés, si vous voulez, parce que les patients non Covid ressortent. Donc, nous, il faut qu'en interne, on s'organise avec encore 2 flux. Mais un flux, pour l'instant, Covid qui est très faible, mais qui mobilise encore beaucoup de personnel. Et de l'autre côté, un flux non Covid qui commence aussi à embouteiller pas mal de services. Et puis, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment s'adapter. C'est très difficile de s'adapter et c'est une adaptation au quotidien. Donc, pour l'instant, en fait, nous, c'est surtout de l'inquiétude par rapport à une deuxième vague, savoir comment on va être amené à la gérer. Donc, on verra à partir de mi-juin ce que ça va occasionner. Merci, docteur Romain Mariozulu-Olny, pour votre témoignage et pour cet hommage. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir laissé le temps de pouvoir justement nous exprimer et de rendre hommage à Jacques. Merci beaucoup. Merci à vous et bon courage pour la poursuite de vos activités dans cette crise sanitaire. Merci, au revoir. Les vétérinaires sont aussi impactés par cette crise. Les rendez-vous et chirurgies non urgents ont été annulés depuis le début du confinement, des modifications qui concernent nos amis à 4 pattes. Les vétérinaires ont dû modifier en profondeur leur manière de travailler. Entre soins et sécurité, le quotidien de ces soignants est aussi bouleversé. Le récit de Mathilde Demilly. Cookie doit sortir du cabinet après une lourde opération. Aujourd'hui, il fait quelques examens de contrôle. Voilà, vous comprenez que quand on est avec les animaux et les gens, on est tout de suite très près. Avec l'épidémie de Covid-19, l'équipe de ce cabinet vétérinaire a dû revoir son organisation. Les actes non indispensables et certaines chirurgies ont été reportées, des activités qui représentent en temps normal 25% de leur chiffre d'affaires. On s'est mis à prendre des rendez-vous toutes les demi-heures, y compris pour les prises d'aliments, les gens devaient appeler pour venir chercher leur aliment. On a mis des panneaux en salle d'attente, on a, de manière à ce qu'il n'y ait jamais plus d'une seule personne en salle d'attente, avec une seule personne qui apporte l'animal. On évite de trop toucher, ou que ce soit même les caisses de transport des chats, on évite que ça traîne un peu partout, on leur donne une place, c'est sur la table de consultation et ça reste sur la table de consultation. Désinfection après chaque consultation, le sol du cabinet nettoyé 3 fois par jour et les effectifs ont été réduits. Mais comme beaucoup de soignants, c'est le matériel de protection qui pose problème. On ne s'occupe pas trop de nous, c'est-à-dire qu'on s'est débrouillé un peu par nous-mêmes pour tout ce qui va être hygiène. Je sais que la mairie, elle a eu raison, elle a donné des masques aux autres commerçants ouverts. Il paraît que la région Île-de-France va nous faire parvenir via les mairies des masques, mais on les attend encore. Avec le déconfinement, les équipes pensent repasser à des horaires d'ouverture classiques. Philippe Hébras estime que son activité sera touchée pendant encore 4 à 5 mois. Depuis le 16 mars, une dizaine d'animaux sont soignés chaque jour au lieu de 30. Pour Simba, le chat du cabinet, par contre, rien n'a changé. Depuis le 14 mars, avant même le début du confinement, le Poney Club UCPA Montigny a fermé ses portes suite à un arrêté municipal. Plus d'activités et plus d'adhérents pour sortir les équidés des box. C'est la directrice du site qui s'occupe à présent seule des poneys pour éviter les pertes financières. Un reportage de Mathilde Demilly. Comme depuis le début du confinement, Christine Axer est l'unique salariée à venir s'occuper du Poney Club de l'UCPA à Montigny-le-Bretonneux. Aidée par sa famille qui loge sur place, elle dédie sa journée aux équidés. Nous, on ne s'embête pas du tout pendant le confinement. On a plutôt des journées encore plus chargées qu'avant, puisque les équidés montent tous les jours, tous les matins, à 8h30, il faut être là pour les nourrir, les mettre en liberté, remettre de la paille propre, vider la paille sale. On continue l'entretien au travail des équidés qui sont présents sur site, donc on les monte, on les longe. On a récupéré donc de l'herbe dans la ferme du Manet, donc on a pu créer des petits paddocks où on arrive à mettre tous les poneys à tour de rôle à partir de 11h jusqu'à 16h, donc ça leur fait des belles journées. Pour permettre aux équidés de se dégourdir, la ferme du Manet, qui est fermée au public, a mis à disposition les jardins inoccupés. Depuis le 14 mars, le Poney Club n'a plus aucune activité et les pertes financières commencent à se faire ressentir. On n'est pas encore concerné par toutes ces aides-là. Il faut savoir qu'on est une association, donc on ne fait pas toujours partie des bonnes cases pour avoir toutes les aides. Je pense que les choses vont s'affiner au fur et à mesure des décrets qui passent pour les aides gouvernementales et on espère bien sûr pouvoir toucher des aides pour nous permettre de continuer à perdurer l'activité.
Cette directrice espère néanmoins une réouverture rapide du site pour permettre de reprendre les activités et le retour des adhérents, tout en respectant les gestes barrières. Sur les sports, il semble que ce soit plutôt mimé qu'on ait des informations. De toute façon, on suivra les décisions gouvernementales et les décisions municipales, puisque effectivement le maire a aussi son droit de regard sur l'activité. Et on appliquera bien sûr tout ce qui sera demandé par le gouvernement. On espère bien sûr pouvoir reprendre au plus vite avec toutes les précautions sanitaires nécessaires. En attendant la reprise d'activité pour l'UCP à Montigny, les poneys continueront une forme d'éco-pâturage dans la ferme du Manet. Au mois de juin, 600 bénévoles auraient dû être rassemblés au château de Rambouillet pour une reconstitution historique. Mais comme de nombreux rendez-vous culturels, Secret Défense, c'est le nom de l'événement, est reporté. Les équipes créatrices ont pris la décision en cette période de coronavirus. La reconstitution aura finalement lieu du 4 au 27 juin 2021. Ce projet vise à faire revivre au public un moment historique, celui de la rencontre entre le président Charles de Gaulle et son homologue américain Dwight Eisenhower. Pour suivre l'évolution du projet, le site s'affiche en bas de l'écran. Et en attendant la réouverture des salles de cinéma courant en juin, d'après les annonces du Premier ministre, le 7e art se découvre à la maison. Comme chaque mercredi, nous vous proposons des idées de films à voir ou à revoir avec notre séquence Dans vos canapés. Et c'est Quentin Dupuis, réalisateur yvelinois, qui nous donne des conseils. Dans vos canapés cette semaine, j'ai choisi Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir, parce qu'en ces temps on est tous confinés, je pense que c'est une bonne chose de repartir dans une galaxie lointaine, très lointaine, et de pouvoir voyager à travers les étoiles et de prendre le temps de rêver et de s'évader un petit peu. Allez hop, on dégage. J'ai choisi ce film, moi je suis un énorme fan, donc forcément le choix était facile, et puis j'ai moi-même profité du confinement pour tous les regarder. Voilà, ça met toujours de bonne humeur. C'est Star Wars, c'est quelque chose qui fait appel à l'imaginaire des grands, des petits. Ça détend. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on peut revoir et revisiter à chaque fois. C'est le bien contre le mal. C'est quelque chose, je pense, que pendant cette période qui est compliquée pour tout le monde, qui est difficile, qui peut redonner un petit peu des repères, de se dire voilà, il y a des belles choses, que ça redonne le sourire et que ça redonne envie aux gens de se dire l'avenir peut être meilleur, l'avenir sera meilleur et qu'on peut toujours rêver et s'évader, même quand les choses sont difficiles dans la vie de tous les jours. Suis ton instinct, Luke. C'est à croire qu'il est protégé par la force. Comme c'est le premier qui est sorti, moi je pense que c'est par celui-là qu'il faut commencer. Voilà, donc qui est sorti en 1977 et qui a posé les bases aujourd'hui pour toute la saga Star Wars et tout ce que Star Wars est devenu aujourd'hui en termes de phénomènes culturels et cinématographiques. Donc c'est vrai que pour moi, ça reste celui qui dans mon cœur a une place vraiment particulière parce que c'est le premier que j'ai vu quand j'étais petit et qui pose vraiment toutes les bases de l'histoire et de ce qu'est Star Wars et de ce que ça représente. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Émission à retrouver en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile TV78. Restez à votre domicile et prenez soin de vous. Et on se quitte sur ces images des hyènes du zoo de Thoiry. 2 animateurs du parc zoologique partagent les moments de vie des animaux sur les réseaux sociaux. Excellente soirée sur TV78.